Jean-Luc Mélenchon, un 8h30 un peu spécial aujourd'hui puisqu'on est en direct de l'île de la Réunion où vous êtes en déplacement depuis quelques jours. Oui. À mes côtés, pour vous interroger ce matin, Adrien Beck du service politique de France Info. On va parler avec vous de vos propositions pour l'outre-mer, évidemment. Mais d'abord, l'actualité, c'est la guerre à l'est de l'Europe. L'Union européenne a décidé cette nuit de nouvelles sanctions économiques et financières contre la Russie. Est-ce que vous les soutenez, ces sanctions ? C'est tout ce qui reste. Alors, il faut soutenir. Je suis un peu étonné de voir que le gouvernement de l'Allemagne mettait une limite aux sanctions. C'est l'utilisation de l'outil d'échange. Alors, je pense que il faudra qu'on pose des questions. Oui, pour les échanges, parce qu'il faut payer. Quand on a encore du commerce avec les Russes, et apparemment, eux, les Allemands, ont l'intention de le faire durer. Alors, le gouvernement allemand, ayant des partis qui ont des partis en France, je pense aux socialistes et aux Verts, est contre aller au bout de ces sanctions. Alors je pense que et les Verts et les socialistes en France vont mettre ça à distance, puisqu'ils sont, eux, pour non seulement des sanctions, mais même envoyer des armes. Alors, donc les sanctions, vous les soutenez Je les soutiens, elles sont là, elles sont décidées. Personnellement, je sais qu'il faut faire très attention, surtout moi, à tout ce que je dis, mais je suis à peu près persuadé que ça ne servira à rien, sinon qu'à rendre la vie plus difficile. Peut-être à certains Russes et pour pas longtemps, mais en tout cas à nous, en France, oui, beaucoup, parce que le prix du pétrole va augmenter, le prix du gaz va augmenter, le prix du blé va augmenter, tous les prix vont augmenter et nous serons les principales victimes. On va y revenir, mais vous dites c'est tout ce qui reste. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus à faire aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, la coalition de l'OTAN s'est mise elle-même dans une situation que je découvre comme vous, avec stupeur, parce que pendant 3 ans, on nous a dit les Russes sont très dangereux. Le président ukrainien disait c'est pas si dangereux que ça. Pour finir, les Russes qui refusaient la présence de l'OTAN prennent les devants entre ce qui est une violation inouïe du droit international en Europe. C'est-à-dire qu'on est revenu maintenant à la force. Et qu'est-ce qu'il y a enfin ? Rien. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait faire une guerre totale. Donc tout le monde s'aperçoit que le concept même de guerre totale n'a pas de sens. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir que tous ces gens n'ont absolument rien prévu, alors même qu'ils passaient leur temps à dire que la menace était terrible. Il va falloir réagir. Est-ce qu'il faut par exemple envoyer des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre ? C'est la position, vous en parlez tout à l'heure, des socialistes et des écologistes en France. Ça ne m'étonne pas, parce qu'ils sont jamais en retard d'une bêtise. On a vu ce que ça a donné d'amener des armes dans certains pays. Le pays en question, croyez-vous que l'Ukraine soit en état aujourd'hui de résister à la Russie? Tout le monde sait que non, que la guerre sur le terrain est perdue. Donc où iraient toutes ces armes? C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Les positions qu'on doit avoir, c'est, pardon, mais au point où on en est, c'est très classique. 1, exiger un cessez-le-feu. 2, exiger la sortie des Russes de ce pays. 3, aller au fond du problème. C'est-à-dire, attendez, laissez-moi finir là-dessus. C'est le cœur de l'affaire. Il faut réunir une conférence sur la sécurité européenne et les frontières pour discuter des problèmes de sécurité. C'est le motif d'intervention des Russes, et c'est ce que nous, Français, nous avons intérêt à dire, parce que nous ne sommes pas d'accord pour que les Russes déploient des missiles qui sont entre 500 et 5000 km là-bas à la frontière. Donc nous avons un problème, nous aussi, à discuter. Voilà, bon, après ça... le reste, ce sont des phrases. Mais donc ça veut dire qu'à ce stade, on laisse la situation telle qu'elle, parce qu'on n'a pas le choix. Non, vous ne me ferez pas dire ça. Je suis quand même assez conscient. Non, il faut agir avec vigueur et détermination, bien sûr. Non, mais on essaie de comprendre, parce qu'on voit bien, Emmanuel Macron a encore appelé cette nuit Vladimir Poutine pour lui demander d'arrêter les combats, pour lui exiger d'arrêter les combats. Ça fait plusieurs jours qu'Emmanuel Macron s'entretient avec toutes les parties, les Ukrainiens, les Américains, les Russes. Est-ce que vous dites aujourd'hui la France joue son rôle ? Je n'ai pas de moyen de le savoir. Je dispose de beaucoup d'informations, parce que beaucoup de monde m'aide à comprendre et me renseigne, mais je n'ai pas les moyens de savoir si c'est... Alors, s'il le fait, il dit qu'il le fait. Ouais. Nous sommes en guerre, je fais attention à ce que je dis, je ne vais pas commencer à dire, mais non, ce qu'il fait est nul, parce que j'ai une responsabilité devant mon pays et à l'égard d'un président en exercice. Mais moi, je ne peux faire qu'une chose, c'est dire, voilà comment moi je m'y prendrai. Après, le reste, lui, il fait son boulot, je suppose. Alors, il y a une forme de soutien, non pas à Emmanuel Macron, mais au président de la République, on le comprend. Non, non, parce que si je dis ça, tout à l'heure, le sujet, ce sera Mélenchon soutient Macron. Or, ce n'est pas ce que je veux dire. Nous sommes une démocratie, au contraire de ce qui se passe dans beaucoup de pays. Donc, nous sommes une démocratie. Dans une démocratie, les points de vue sont différents. Et nous n'avons pas besoin de nous mettre au garde à vous pour être solidaire. Pour ma part, je suis, quoi qu'il arrive, un pro-français. Ça, c'est clair. Jean-Luc Mélenchon, on vous a reproché d'avoir changé d'avis sur Vladimir Poutine. Vous étiez complaisant, disent par exemple Yannick Jadot, vous étiez complaisant à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, vous dites c'est l'agresseur, Vladimir Poutine.
En fin de compte, quoi? Est-ce que vous vous êtes trompé? Est-ce que vous l'admettez? Je pense que, à l'inverse, je suis le seul à voir d'un bout à l'autre depuis 2014. En ce moment, nous mettons en circulation une vidéo qui rappelle mes prises de position. Depuis le début, je dis, si vous essayez d'établir l'OTAN à la frontière de la Russie, en Ukraine, vous aurez un incident majeur. Mieux vaut discuter avant de sécurité. Et il y a même une vidéo 2014, je dis les frontières, on en parle ou on fait la guerre. Bon, très bien, on n'a pas voulu parler de la sécurité, donc on est en guerre. Donc je pense ne pas m'être trompé. Tout le long, on m'a même reproché une phrase, à un moment donné, je dis la menace russe n'existe pas. Mais c'est pas moi qui dis ça, je disais, monsieur le président de l'Ukraine, Zelensky, dit ça. Bon. Donc, vous comprenez, quand on est un opposant, on est à l'extérieur, on a peu d'informations, on se repère. Moi, qu'est-ce que je faisais? Vous, aujourd'hui, vous dites quoi? Vous dites... Pardon, je me repérais sur le président ukrainien. Aujourd'hui, vous dites Vladimir Poutine, c'est un dictateur ou pas? Ce sont les mots de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Oui, mais moi, je commande pas le Drian, il se trompe tout le temps. Est-ce que vous le reprenez? Pardon, non, mais attendez, je ne vois pas pourquoi je serais obligé de commenter les déclarations de gens qui se trompent tout le temps et nous ont mis dans la panade dans laquelle nous sommes. Parce que peut-être qu'on ne devrait pas oublier à cette heure que nous sommes dans la panade au Mali grâce à ces gens, que deuxièmement, ces gens n'ont rien prévu par rapport aux Russes. Maintenant, ce que je dis, je demande qu'on me comprenne. J'ai toujours dit pareil, on ne franchit pas les frontières. Si vous menacez la Russie, elle passera la frontière. Ils passent la frontière, ils n'ont rien prévu. Que voulez-vous, je vous dis. Et c'est à moi qu'on demande des comptes, je trouve ça extraordinaire. Mais comment vous qualifiez Vladimir Poutine à l'heure actuelle? Je pense que ce que tout le monde peut dire facilement, que c'est plutôt un autocrate, que sa manière de gouverner est extrêmement rugueuse, j'en sais quelque chose. Les quelques amis que j'ai de fort loin, en Russie, ont quand même fait assez de prison pour que je le sache. Hier, il y avait des Russes qui manifestaient contre la guerre en Russie. Je trouve ça assez remarquable pour être mentionné. Donc, en tout cas, ils ont la possibilité de le faire. Bien sûr, mais à quoi ça sert? Si vous voulez, il faut que vous fassiez tous attention. Moi, j'ai une responsabilité comme homme politique, pardon de vous le dire, mais vous en avez aussi une en tant que journaliste. Si toute personne qui émet une pensée mise à distance est considérée comme un agent de l'ennemi, alors là, c'est fini, il n'y a plus de démocratie possible. Moi, je dis ce que j'ai à dire sur la politique de M. Poutine, et je me fous de savoir le reste. Ce qui m'intéresse, c'est la France. Quelle est ma position par rapport à la France? Nous ne pouvons pas accepter que qui que ce soit transforme le territoire européen en champ de guerre. Ça, c'est la position des Français depuis que la dissuasion nucléaire existe. Et aujourd'hui, on va se poser des questions sur la manière que nous avons de riposter à des conflits de l'intensité de celui de l'Ukraine. Parce que c'est clair que si on appliquait la politique qui est écrite sur le papier, les intérêts vitaux de la France sont-ils menacés? Bah oui, si on transforme leur... Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire une guerre nucléaire? Donc il faut tous qu'on réfléchisse. On n'envoie pas de troupes? Je trouve que envoyer des troupes, ça serait la folie. Si on fait ça, c'est on déclenche la guerre sur le continent. Donc si vous voulez, mais tout le monde réagit comme vous en se posant ces questions, en se disant ah bon, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ben rien. Voilà. C'est-à-dire que rien n'a été prévu, rien n'est organisé. Moi, je le déplore parce que ça veut dire que dorénavant, n'importe quel coup de force est possible en Europe. On fera des sanctions économiques, des protestations, et 8 jours après, plus personne n'en parle. Vous connaissez la vie comme moi. Je trouve ça catastrophique. Jean-Luc Mélenchon est l'invité du 8h30 France Info. Une petite pause, on se retrouve dans 2 minutes. Toujours en direct de Saint-Denis de la Réunion avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Et vous avez vu ces dernières heures, sans doute, ces images d'Ukrainiens qui quittent par centaines, peut-être par milliers, Kiev en voiture, en train, direction la Pologne pour beaucoup. 1 million peut-être de réfugiés attendus, disent les autorités polonaises. Est-ce que la France doit elle aussi accueillir ces réfugiés? Je pense que si nous sommes solidaires de l'Ukraine, c'est le moment de le manifester. On doit en prendre notre part de réfugiés. Ces pauvres gens subissent un sort auquel ils ne s'attendaient pas. D'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes découvrent que la guerre, c'est la guerre. Et c'est pas un produit exotique qui a lieu loin. Donc ça vaut la peine que tous les Français qui vont aller à une grande élection réfléchissent à ces questions, parce que leur bulletin de vote, c'est aussi une manière de s'exprimer sur les questions militaires et de sécurité. Jean-Luc Mélenchon, un message du président de la République va être lu cet après-midi au Parlement. Emmanuel Macron va recevoir aussi ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, François Hollande ce matin. Un débat va avoir lieu à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous trouvez que la méthode est la bonne? Je pense que, pourquoi pas. En tout cas, le Parlement va être saisi. Moi, j'en suis satisfait. Je pense qu'on ne saisit pas assez souvent le Parlement. Rendez-vous compte que pour le Mali, on a voté en tout et pour tout une fois, pour 9 ans de guerre. Là, nous avons une situation de crise majeure en Europe. Ça vaut la peine que le Parlement soit consulté. Après, le président, il prend les conseils dont il estime qu'il a besoin. Vous voulez qu'il vous reçoive? S'il m'invite, j'irai. Ça, c'est certain. Comme je l'ai fait chaque fois qu'il m'a invité. Et on a déjà eu l'occasion de parler
de la Russie et de ces questions dans le passé. Mais je pense que dans le moment, notre but, c'est pas de rendre le travail de direction du pays plus compliqué, mais d'éclairer. On fait notre boulot. Voilà à quoi sert ce que j'ai à faire. Mais je ne refuserai jamais ma solidarité pour une action en faveur du pays, le nôtre. En tout cas, ça y est, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes officiellement candidat à l'élection présidentielle. 540 parrainages, vous avez franchi la marche hier soir, dernier décompte du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement chez vous? Ah bah bien sûr, parce que toutes les équipes sont sur le terrain depuis des semaines et des semaines. Ces temps derniers, tout le monde n'est pas aussi vieux guerrier entraîné que moi. Donc il y avait beaucoup d'angoisse autour de moi et heureusement, des gens qui sont des bons dirigeants comme le député Manuel Bompard nous disaient « Allez, vous inquiétez pas, on franchit à la bonne vitesse, ça allait ». Non, mais je veux remercier d'abord tous les élus qui m'ont parrainé en soulignant que beaucoup d'entre eux ne me soutiennent pas. Ils font leur devoir. Je remercie le président de la Fédération des maires de France, M. Linard, qui m'a parrainé personnellement, le président du Sénat, qui s'est exprimé avec force à plusieurs reprises pour qu'on ne confonde pas soutien et parrainage, ainsi que toutes les personnes qui ont bien voulu à ce moment dire Jean-Luc Mélenchon, l'Union populaire, les Insoumis méritent d'être présents dans la campagne présidentielle. Mais j'espère qu'à l'avenir, on va trouver une solution, parce que c'est grotesque. Vous les avez, ces parrainages, c'est pas le cas d'Éric Zemmour, ni même de Marine Le Pen, il en manque 86 à Marine Le Pen, 85 à Éric Zemmour. Ça vous choquerait qu'il ne puisse pas participer à cette élection présidentielle? Comme tout le monde. Comment? Écoutez... il représente un courant de l'opinion, ça a pu se vérifier, ça a pu se constater, il est donc normal qu'il puisse participer. Puis moi, je veux que Madame Le Pen, Monsieur Zemmour soient battus dans les urnes, pour que le monde entier voit que la France n'est pas un pays xénophobe et raciste. Est-ce que vous êtes prêt, vous, personnellement, à lui donner votre parrainage? Moi, j'ai peut-être mieux à faire. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui restent sur le sable. Je pense aux deux candidats du NPA. Je pense à la candidate animaliste, c'est des gens, si vous voulez, où ça me désole de voir qu'ils ne puissent pas être là. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, nous ne sommes pas en compétition pour des parts de marché. Nous sommes présents et nous fécondons, si j'ose dire, le débat public. Moi, j'ai besoin de la parole d'extrême gauche anticapitaliste, j'ai besoin de la parole animaliste, alors même que dans nos rangs, l'Union populaire, nous avons Aymeric Caron, et son organisation animaliste qui est sur des positions qui ne sont pas toujours les miennes. Alors vous allez donner votre parrainage à qui? Eh bien nous allons voir, je vais réfléchir parce que je me demandais, d'abord je l'ai gardé pour m'éviter, si vous voulez, en quelque sorte le ridicule de me parrainer moi-même, si je pouvais. Hein. Mais j'aurais pas hésité, je me serais parrainé s'il fallait. Mais je me suis dit, j'attends un peu pour voir, pour que, est-ce que ça va donner quelque chose, tous ces appels qu'il y a eu. Voilà, alors je vais réfléchir et puis je vous dirai, ne vous inquiétez pas, il y aura chaque jour un petit peu d'actualité. Jean-Luc Mélenchon, nous sommes donc aujourd'hui sur l'île de la Réunion. Ici, 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage bat des records. Plus largement, ici, comme en Guadeloupe ou en Martinique, la vie est beaucoup plus chère qu'en métropole. Sur ce sujet précisément, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez à ces Français qui vivent en Outre-mer? Ouais, d'abord, je voudrais que ceux qui vivent pas l'Outre-mer en Hexagone se rappellent qu'il y a ceux qui vivent dans l'Outre-mer. Et que les Français cessent d'avoir une vision rabougrie de leur pays. Nous sommes présents sur tous les continents et dans tous les océans. Ici, il y a 800 000 personnes qui sont des Français et Françaises. Et ils vont bientôt être un peu plus d'1 million. Donc, on a une transition organisée. Comment peut-on supporter plus longtemps que 40% de la population soit sous le seuil de pauvreté? Enfin, combien de temps ça va durer? Alors vous proposez quoi, justement, contre la vie chère, par exemple? Oui, contre la vie chère, je propose déjà qu'on commence par maintenir le système de blocage des prix qui existe ici. Mais deuxièmement, qu'on commence à appliquer ici aussi des coefficients multiplicateurs. C'est pas parce qu'on transporte des marchandises jusqu'à La Réunion qu'il faut multiplier le prix dans des proportions qui sont insupportables. Ensuite, il faut que reprenne la production locale. Et j'adjure qu'on comprenne que ce soit la guerre ou les changements climatiques, le risque pour l'île de la Réunion comme pour d'autres, c'est d'être coupé du commerce. Donc, nous devons retrouver une agriculture vivrière à la Réunion, puisque c'est le salon de l'agriculture qui s'ouvre. Commençons par dire ça. Une agriculture vivrière, ce qui veut dire qu'on doit protéger les produits locaux par rapport aux produits qui arrivent de l'extérieur. Le contraire de ce que veut faire l'Union européenne, qui, elle, pense que la Réunion, c'est une sorte de gros tuyau qui va déverser les marchandises européennes sur l'Afrique. On diminue les importations. Oui. Et on commence par augmenter la production, parce que sinon, on va se retrouver avec rien à manger. Oui. Mais comment on fait pour augmenter la production?
Eh ben, alors là, attendez, c'est ce qu'il y a de moins compliqué. Hein. On dégage les terres arables, on organise une politique de répartition de la terre et on aide les gens à cultiver l'agriculture vivrière. Il y a des sommes considérables qui viennent par la politique agricole commune. Elles sont, pour 80% d'entre elles, réservées à 20% des exploitations. Lesquelles? Celles qui font du commerce avec le commerce mondial. Donc moi, je propose qu'on renverse la vapeur et qu'on donne ces sous plutôt à ceux qui font de la production locale. Les entreprises agricoles, les exploitations qui exportent, vous leur dites, faudra à partir du mois d'avril-mai penser à changer de métier, c'est ça? Mais, non, Ça sera parce local que... avant tout, quoi. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? Ici, il y a la place de faire de l'agriculture vivrière. Vous avez l'agriculture de la canne. Il est clair que c'est pas les Réunionnais qui vont manger tout le sucre qui est produit pour la Réunion, mais peut-être qu'il pourrait être prioritairement pris dans l'Hexagone. On pourrait admettre cette règle d'exclusivité. Je pense au sucre, mais il y a comme ça 2-3 produits pour lesquels on pourrait avoir une règle d'exclusivité. Je leur dis pas d'arrêter, c'est la France ici, je me permets de vous le rappeler. Donc on n'est pas en train d'importer ou d'exporter. On est en train d'organiser la production vivrière française. Donc c'est clair que par exemple pour faire des ananas, il y en a besoin ici et il y en a besoin dans l'Hexagone. Je prends cet exemple sans vouloir en prendre un trop folklorique, parce que pour moi, le plus important, c'est que les Réunionnais arrivent à assurer leur souveraineté alimentaire. Je ne dis rien là qui soit si nouveau. La présidente de région, Madame Huguette Bello, c'est elle qui m'a appris cette ligne. Alors donc, je dis quelque chose qui vient du terrain de la Réunion, pas quelque chose que je suis en train d'inventer, qui est jouable, tout à fait jouable. Encore une fois, pardon de le redire aux hexagonais, si j'ose dire, c'est la France ici, c'est votre pays. Donc, tout s'organise en relation les uns avec les autres. Il faut cesser de regarder ça comme des territoires exotiques lointains. La Réunion n'est pas lointaine, regardez, vous et moi, de quoi on parle. D'une guerre qui a lieu en Ukraine en ce moment même. C'est pas parce qu'on est loin qu'on n'est pas prêt. Jean-Luc Mélenchon, vous restez avec nous dans 2 minutes. Jean-Luc Mélenchon, vous nous disiez avant le fil info que vous vouliez une production locale pour importer moins et bloquer les prix. On bloque les prix de quoi, en fait? Alors, justement, ici, à La Réunion, ils ont une formule magique. Vous savez que dans les différents outre-mer, il y a une loi qui s'applique, qui est la loi Lurel, qui provoque le blocage de certains prix. Mais ici, ils ont fait mieux. Non seulement ils bloquent certains prix par la préfecture, mais ils ont convoqué une sorte de conférence citoyenne, et les citoyens sont impliqués. Si bien qu'ils ont établi une liste de 153 produits. À mon avis, c'est la bonne méthode. On demande aux gens, qu'est-ce qui, d'après vous, est absolument prioritaire? On n'invente pas ça dans un bureau. Et je pense que la même méthode devrait s'appliquer à l'Hexagone, parce que ça marche ici. C'est-à-dire même en métropole, ouais. Eh ben oui. Mais comment font les producteurs? Mais il n'y a aucun problème pour les producteurs. C'est pas eux le problème, c'est les intermédiaires. Prenons un exemple. Si vous donnez 1 euro pour acheter un produit agricole dans l'Hexagone, vous donnez que 8 centimes aux paysans. Donc, pour moi, c'est très facile à faire. Je garantis un prix plancher aux paysans. Autrefois, jusqu'à 1986, tous les prix en France étaient contrôlés. Donc, un prix plancher pour les paysans, qui seront bien contents, enfin, de savoir combien ils vont être payés de manière sûre. Et puis, à la sortie, on bloque le prix. Ça veut dire que c'est au milieu, dans les marges de la grande distribution, que doit se faire l'amortissage des chocs des deux bouts de la chaîne. Mais ça, ils savent le faire, non, les commerçants. Les commerçants, ils se débrouillent, vous leur dites c'est tel prix, ils font avec. Et ça va coûter combien? Ça va coûter quoi? Rien. Si, il y a de l'argent qui se perd, notamment chez les industriels et les distributeurs. Ils vont pas dire c'est super, on va l'appliquer sans rien dire. Faut les indemniser. Oui, écoutez, il faudra qu'ils le supportent. Nous supportons tous les jours toutes sortes de taxes, et eux aussi. Et il n'y a pas de raison qu'en pleine crise, vous ayez des gens qui continuent à faire des profits absolument inouïs parce qu'ils profitent de la crise. Donc je ne suis pas d'accord, et je me méfie des gens qui ont des trouvailles, comme celle que j'ai vue s'appliquer ici, de la part de la firme Total qui vient de faire ses plus gros bénéfices de son histoire, ou M. Leclerc qui a inventé la baguette à 29 centimes, alors tout le monde se frotte les mains, et personne ne réfléchit au fait que c'est de la bêtise, parce que on paiera la différence de prix, mais qu'entre-temps, on aura ruiné tous les boulangers. Je ne suis pas d'accord. Le marché, c'est le chaos. Donc, de temps à autre, il faut y mettre de l'ordre. J'y mets de l'ordre. Jean-Luc Mélenchon, un mot sur Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle. On sait qu'en ce moment, les relations ne sont pas simples avec lui. Il est donné aujourd'hui à 3% dans les sondages. Est-ce qu'il pourrait être votre Christiane Taubira de 2002? Vous savez, celle qui a gardé pour elle les 2% qui ont manqué à Lionel Jospin. Moi, je ne vais pas avoir... Écoutez, je suis le plus mal placé pour dire quoi que ce soit à propos des communistes. J'ai été 2 fois leur candidat. Bon, ils ont aujourd'hui un candidat, ils l'ont décidé, je trouve que c'est pas une bonne idée. Il parle mal à tout le monde, je trouve pas que ça soit une bonne idée non plus, mais je n'en dirai rien. Il fait son travail, développe ses idées. Honnêtement, j'y trouve mon compte, parce que sur tout un tas de sujets, il dit la même chose que moi, donc ça en fait 2 qui disent la même chose, donc ça augmente. Puis sur d'autres, non, on dit vraiment pas la même chose. Mais ça peut vous empêcher d'atteindre le second tour aussi. Par exemple, sur le nucléaire, on ne dit pas la même chose. Mais donc, on avait déjà réglé le problème dans le passé. Alors, pour le second tour, c'est les Français qui sont responsables, c'est pas M. Roussel. Si les Français décident que
je dois être au deuxième tour, ils le décideront et rien ne les empêchera de le décider. Vous verrez, je ne pense pas que les Français votent pour un parti. Au présidentiel actuellement. Ils votent pour un programme ou pour une candidature. Alors c'est moi, c'est un autre, c'est eux qui décident et puis nous devons avoir l'humilité de nous incliner. Sinon on n'est plus une démocratie si on passe son temps à dire comment on peut combiner l'élection pour être sûr de l'avoir gagné d'avance. Vous parlez de second tour, certains justement voient en vous le vote utile, alors vous évoquez plutôt le vote efficace. Moi, rien du tout, je ne me mêle pas d'aller qualifier un truc pareil. Ségolène Royal justement a dit que c'était vous le vote utile à gauche, mais pour certains, peut-être des électeurs, mais pas que, votre attitude, votre personnalité, parfois peut-être jugée un peu trop brutale, un peu trop agressive. Est-ce que vous pouvez les rassurer? Est-ce que vous avez d'ailleurs envie de les rassurer? Non, j'ai pas envie, parce que ça, c'est une caricature. Je vais pas me défendre d'une caricature. C'est comme si vous aviez demandé à François Mitterrand s'il était autant une grenouille que ce qu'on voyait dans le Muppet Show. Ben non, je suis pas responsable de ça. Je suis comme je suis et je crois que mes compatriotes ne juge pas sur les apparences ni sur ma cravate qui est pourtant magnifique, mais il juge sur un programme et sur une expérience, une capacité. Bon, moi je mets tout ça au service du pays. S'ils en veulent, on fera. S'ils en veulent pas, je rentre chez moi. Voilà. Où est il n'y a pas d'offense pour moi. Hein. Je joue la démocratie. Je dis seulement aux gens. Alors je pèse mes mots, la dernière fois j'ai dit si jamais vous votez pour un de ces trois-là, vous allez cracher du sang et des larmes. On a dit comment il parle. Ouais. Donc je ne dis plus ça. Je dis juste que ça va être rude. Parce que M. Macron vous a déjà annoncé qu'il va changer la retraite, il va rendre l'université payante et ainsi de suite. Donc c'est chaud si vous laissez faire. Mais vous voulez rassurer personne, vous dites, c'est ce que vous dites ce matin, mais est-ce que vous voulez quand même rassurer les riches? Parce que les riches, vous avez envie de beaucoup les taxer, c'est ce qu'il y a dans votre programme. Écoutez, je vais les aider au salut de leur âme, si j'ose dire. Parce que s'être enrichi, comme ce fut le cas en pleine crise, c'est une honte. Et je pense que beaucoup d'entre eux, sans doute, comme personne humaine... On parle des grandes fortunes, là. Hein. Ah, ben on parle des très grandes fortunes, bien sûr. C'est quand même quand ces gens-là ont multiplié par 2 ou par 3 ou par 5 leur fortune en pleine crise, ils doivent se rendre compte qu'il y a quelque chose d'immoral qui choque les Français. Et puis, on va dire d'une certaine manière que si avec des riches, c'est pas le problème. Mais quand on devient riche au détriment d'un nombre de pauvres toujours plus grand, 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, 9 millions de pauvres, bon, il faut rétablir l'équilibre. Ça a été la fête du capital pendant 30 ans, on nous a répété sur tous les tons que ça allait être merveilleux et qu'il ruissellerait des flots d'argent du dessus vers le bas, et tout le monde s'est aperçu qu'en fait de ruissellement, c'est une grosse pompe aspirante qui fait remonter tout ce qui est en bas vers le haut. Alors ceux qui ont moins n'ont plus rien. Donc ça, il faut rétablir l'équilibre. C'est à ça que servirait ma présidence, à rétablir l'équilibre et puis ouvrir une nouvelle manière de gouverner le pays. Donc je suis obligé de dire aux très riches que je ne suis pas un cadeau pour eux. Merci Jean-Luc Mélenchon.